Fin du XIXe siècle, intérieur montagneux de la France, près des contreforts des Alpes. L'automne avait déjà passé son apogée, l'air était lourd, métallique, et les feuilles mortes crissaient sous les pas comme des avertissements tardifs. Dans le petit village de Pierre, presque tout le monde s'affairait à la même chose, consolider les toits en pente, empiler du bois contre les épais murs des maisons, et répéter des gestes ancestraux, appris machinalement. C'est dans ce contexte qu'Étienne Moreau décida de faire le contraire. Pendant que les autres protégèrent leur maison, il tendit de vieilles bâches et enfonça des piquets dans le sol durci, creusant un étroit tunnel entre la porte d'entrée et le bûcher. Trop bas pour les gens, trop fragile pour les animaux. Inutile, disait-il. Ils se sont moqués de lui. Ils ont qualifié cela de gaspillage. Certains détournèrent le regard, d'autres montrèrent du doigt. Le problème, c'est que le froid qui approchait n'allait pas arriver seul. Et lorsque le premier mur blanc a commencé à descendre des montagnes, personne ne s'est rendu compte que la plus grave erreur avait déjà été commise des semaines auparavant. Cette région de France ne se prêtait pas aux excès. Les maisons étaient basses, faites de pierres irrégulières, de bois de récupération et de vieilles tuiles. Là-bas, tout obéissait à une logique ancestrale. Survivre en reproduisant ce qui avait déjà fonctionné. Les hivers étaient rarement cléments, mais jamais assez rigoureux pour changer les habitudes. Au cœur du village, les hommes s'entraidaient pour les préparatifs. Un jour sur le toit du voisin. Le lendemain, ils empilèrent du bois contre les murs, à l'abri sous l'avant-toit. La même méthode que leur père et leur grand-père. Personne ne s'en étonnait. Ils le faisaient, tout simplement. Étienne habitait loin. Ce n'était pas un choix, c'était arrivé comme ça. Sa maison se trouvait quelques mètres plus haut, près du versant, là où le vent soufflait en premier, et où la neige s'accumulait généralement avant de dévaler la vallée. C'était un endroit inconfortable, trop silencieux, trop froid. Il parlait peu, il ne se rendait au village que lorsque c'était nécessaire. Il achetait ce dont il avait besoin, échangeait quelques mots, et rentrait avant la fin de l'après-midi. Il ne participait ni aux longues conversations, ni aux prédictions exagérées concernant l'hiver. Il observait plus qu'il ne réagissait. Certains disaient qu'il était fier, d'autres ont dit que c'était tout simplement étrange. Quand ils commencèrent à le voir travailler avec les bâches, la curiosité fit place à la moquerie. Le tunnel s'agrandissait lentement, jour après jour, suivant toujours le même tracé, de la porte d'entrée de la maison jusqu'au petit abri à bois, à quelques mètres de là. Il prenait son temps. Il ajustait les cordes, en vérifiait la tension, les desserrait et les nouait à nouveau, toujours en silence. Ça ne résistera pas à la première rafale, a commenté quelqu'un en passant à cheval. Ça ne dérange personne, dit un autre en riant. Étienne ne répondit pas. Pendant ce temps, dans le reste du village, tout semblait normal. Les piles de bois étaient hautes, les maisons étaient de fermées, les familles étaient sereines. Le froid n'avait pas encore été assez violent pour effrayer qui que ce soit. Mais Étienne ne luttait pas contre le froid. Il luttait contre quelque chose de plus discret. La nuit, quand le vent changeait de direction, il sortait vérifier la bâche. Il passait la main sur sa surface humide, sentait la condensation se former et ajustait de petites ouvertures presque invisibles, non pas pour la réchauffer, mais pour laisser l'air circuler. C'était un type de soin que personne ne remarquait, parce que personne là-bas ne croyait que l'humidité pouvait tuer. Au village, les enfants jouèrent dans la terre froide. Les femmes faisèrent des provisions. Les hommes renforcèrent les serrures. Tout semblait solide, stable. Juste, le tunnel, en revanche, paraissait fragile. Quelque chose d'improvisé, de temporaire, de ridicule. Et c'est peut-être pour cela que personne n'a remarqué le détail le plus important. Tandis que les piles de bois des autres commençaient déjà à s'assombrir sous la rosée matinale, celle d'Étienne restait sèche. Non pas parce qu'elle était plus chaude, mais parce qu'elle n'avait jamais subi le choc direct entre la chaleur de la maison et le froid du vent. Le monde a continué comme d'habitude. Les rires continuèrent. L'hiver n'était pas encore arrivé, mais quelque chose clochait déjà. Et lorsque la montagne déciderait de récolter les fruits de cette erreur collective, il n'y aurait plus de temps pour apprendre. La décision de construire le tunnel ne s'est pas imposée suite à un seul moment précis. Il n'y a eu ni annonce, ni explication. Ça a juste commencé. Un des derniers jours d'automne, alors que le village débattait encore de la rigueur de l'hiver à venir, Étienne grimpa jusqu'à une vieille grange et en rapporta des bâches usées, tachées par le temps. Certaines avaient servi des années auparavant à couvrir des céréales, d'autres, vestiges de cargaisons oubliées. Rien ne semblait avoir de valeur. Il étendit la première bâche au sol et resta là quelques minutes,
à observer le vent, non pas sa force, mais sa direction. La façon dont l'air frappait la maison, remontait le long du mur et disparaissait le long de la colline. Ce n'est qu'alors qu'il commença à planter les piquets. Le tunnel n'a pas été construit d'un seul coup. Cela s'est développé comme si quelqu'un testait une idée en silence. D'abord, un court passage, juste assez haut pour couvrir l'embrasure de la porte, puis un autre mètre, puis un autre, toujours bas, toujours près du sol. Impossible de s'arrêter. Aucun confort apparent, juste une continuité. Dans le village, l'étrangeté de la situation devint un sujet de conversation récurrent. « Si vous voulez gaspiller de la bâche, bouchez les fenêtres », dit un homme âgé. « Il va se retrouver coincé là-bas quand la neige tombera », a commenté un autre. Le rire fusait car à cet instant, personne n'éprouvait de véritable peur. Le ciel était encore dégagé. Les nuits étaient froides, mais supportables. La confiance était un cocon protecteur. Étienne ne se défendit pas, non pas parce que je ne connaissais pas la réponse, mais expliquer cela reviendrait à admettre quelque chose que les autres ne voulaient pas entendre, qu'il se préparait au mauvais problème. Pendant que les voisins cherchaient comment se protéger du froid, lui, il pensait à ce qui avait précédé, à ce qui se passait lorsque l'air chaud s'échappait de la maison, touchait la neige, se transformait en eau, puis en glace. Il repensait au crépitement du bois, non pas sous l'effet du feu, mais sous celui du gel. Il avait déjà vu ça. Pas là, mais un autre hiver, ailleurs, il perdit la moitié de ce qu'il possédait pour avoir trop fait confiance à une protection illusoire. Le tunnel était une correction de cette ancienne erreur. L'après-midi, il testait la bâche avec de l'eau. Il jetait de petits seaux dessus et observait le ruissellement. Il ajustait la pente. Il resserrait un nœud. Il en desserrait un autre. Tout paraissait excessif aux yeux des passants, mais chaque détail avait son utilité. La nuit, lorsque la température chuta brutalement, il traversa le tunnel encore inachevé et ressentit la différence. Pas de chaleur, pas de confort, juste l'absence de choc. L'air n'était pas mordant. Le sol restait sec. C'est ce qu'il recherchait. Au village, personne n'a rien changé. Au contraire, cette construction étrange renforçait leur conviction d'avoir raison. Il en avait toujours été ainsi. Quand quelqu'un s'écarte trop du droit chemin, les autres se rallient aux anciens principes. « Cet hiver nous apprendra quelque chose », a dit quelqu'un en riant. « La montagne réclame toujours ce qui lui est dû », répondit un autre. Étienne acheva le tunnel 2 jours avant le changement de ciel. Le lendemain matin, les nuages commencèrent à s'amonceler différemment, non plus hauts et fugaces, mais bas et lourds, projetant des ombres sur le flanc de la colline. Le vent cessa brusquement. Un silence étrange s'abattit sur la vallée. Il attacha le dernier renfort, entra et ferma calmement la porte. De l'extérieur, le tunnel paraissait bien trop petit pour ceux qui allaient suivre. Et c'était peut-être vrai, car la question n'était plus de savoir si cette structure fonctionnerait. On ignorait si l'on aurait le temps de le déterminer lorsque la neige commencerait réellement à tomber. La neige a commencé à tomber sans prévenir. Ce n'était ni un mur blanc dévalant la montagne, ni un rugissement de vent. C'étaient de petits flocons espacés, presque délicats. Ils tombaient lentement, se dissolvant au contact du sol encore chaud. Au village, personne ne se pressait. Certains souriaient même. Il était trop tôt pour s'inquiéter. Étienne observa la scène par la fenêtre pendant quelques minutes. Puis il ouvrit la porte. Il entra dans le tunnel. Le son changea aussitôt. Le vent, qui commençait déjà à se lever dehors, n'était plus qu'un murmure étouffé. La toile bougeait, respirait. Elle ne se craquait pas. Elle ne se déchirait pas. Elle cédait juste assez. Il s'approcha de l'abri et toucha le bois de chauffage. Il était froid, mais sec. Parfait. Ce soir-là, les voisins quittèrent encore leur maison sans difficulté. Ils se rendirent à leur pile de bois, écartèrent la neige légère d'un coup de pied et revinrent en riant des exagérations de ceux qui fermaient déjà leur maison trop tôt. Mais le froid ne dort jamais. Au petit matin, la température chuta brutalement, sans prévenir. Au retour du soleil, une lueur trompeuse apparut. La neige accumulée commença à fondre lentement, ruisselant le long des murs des maisons et des piles de bois appuyées contre elle. Ce fut le début de l'erreur. Étienne se réveilla tôt. Il ouvrit la porte et retourna dans le tunnel. Le sol était encore sec. L'air était calme, ni chaud ni âcre. Il prit seulement ce dont il avait besoin et rentra. Au village, la routine se poursuivit pour une journée de plus, jusqu'à la 2e nuit. Le vent est arrivé en premier. Puis, la neige s'est alourdie. Lorsque des hommes sont allés chercher du bois, ils ont remarqué quelque chose d'inhabituel. La surface des bûches était sombre, non pas trempée,
mais humides. Rien de grave en apparence. Du moins, pas encore. Ils les empilèrent plus près du mur, comptant sur la chaleur de la maison pour les faire disparaître. Cela n'a pas résolu le problème. Le troisième matin, les premières difficultés surgirent. Il fallait forcer pour ouvrir les portes. Il fallut refaire les chemins. Et lorsqu'ils tentèrent d'allumer le feu avec le bois fraîchement apporté, le son révéla le problème avant même que la flamme n'apparaisse. Un faible sifflement humide, sans aucune chaleur. « Ça brûle encore », dit quelqu'un, essayant de se convaincre. Mais à l'intérieur des maisons, l'air commença à se rafraîchir. Étienne entendit le vent se lever tandis qu'il déposait une autre bûche sur le feu. La flamme s'éleva, nette et régulière. Elle ne crépitait pas, elle ne peinait pas. Il l'observa quelques secondes, puis recula. Dehors, la neige n'était plus seulement un élément de décoration. C'était épais, constant, silencieux. Dans le village, le ton des conversations changea. Moins de rire. « Dépêche-toi ». Certains remarquèrent que le bois de chauffage le plus proche du mur était coincé. Une fine couche de glace commençait à lier les bûches entre elles. Ce n'était pas encore un bloc solide, mais il fallait déjà faire des efforts. L'utilisation des haches a commencé plus tôt que prévu. Étienne n'utilisa pas de hache. Il traversa le tunnel autant de fois qu'il le fallut, toujours d'un pas tranquille, toujours sans hâte. Le tunnel oscillait davantage à présent. Le crissement de la toile était constant, mais il n'y avait ni neige ni eau à l'intérieur. L'air agissait, invisible. Le premier test n'était pas la tempête, c'était une comparaison silencieuse. Tandis que certains gaspillaient leur énergie à résoudre des problèmes mineurs, ils ne dépensaient que le strict nécessaire. Tandis que d'autres brûlaient davantage de bois pour compenser le froid grandissant, ils maintenaient le feu constant. Rien ne semblait encore définitif, mais le déséquilibre était déjà créé. Et lorsque le ciel s'est assombri au milieu de l'après-midi, sans prévenir apportant des nuages bas qui ont complètement masqué la montagne, il est devenu clair que cette première difficulté n'avait été qu'une répétition. La véritable erreur n'avait pas encore révélé toute son ampleur. La tempête n'est pas arrivée d'un coup. Elle s'est refermée sur elle-même. Le ciel s'assombrit et devint lourd, comme si les Alpes s'étaient affaissées de plusieurs mètres pendant la nuit. Le vent changea de direction et se mit à tourbillonner, ne traversant plus la vallée en ligne droite, mais s'engouffrant dans les brèches, s'y insinuant là où il ne s'était pas arrêté auparavant. C'est alors que l'erreur collective est devenue évidente. Dans le village, les piles de bois n'étaient plus des piles. Elles s'étaient transformées en amas irréguliers, agglutinées par une couche de glace presque invisible. La chaleur des maisons faisait fondre la neige pendant la journée. La nuit, tout regelait. Le cycle se répétait, s'aggravant à chaque fois. Les hommes sortaient avec des haches avant même l'aube. Coups violents. Peu de résultats. Lorsqu'ils parvenaient à dégager une bûche, celle-ci retombait lourdement, humide, et laissait échapper de la vapeur au contact du feu. À l'intérieur des maisons, le bruit était toujours le même. Un sifflement, un faible crépitement, aucune flamme stable. La chaleur ne s'installait pas. Les enfants ont commencé à dormir tout habillés. Les femmes ont commencé à mettre de côté les plats chauds. Personne ne le disait à voix haute, mais tout le monde le sentait. Quelque chose était en train de dégénérer. Étienne a lui aussi commis une erreur. Dans le calme et la précipitation de cette fin d'après-midi, il décida d'aller chercher du bois. Il n'en avait pas besoin sur le moment, mais le vent se levait, et il préféra prendre les devants. Il pénétra dans le tunnel, se déplaça trop vite et ne remarqua pas un pieu qui avait cédé sous le gel du sol. La bâche s'est légèrement enfoncée, rien de sérieux. Encore, il ramassa le bois, retourna sur ses pas, et laissa les réparations pour plus tard. Cette nuit-là, le vent s'est levé brusquement. Il ne hurlait pas, il martelait, il poussait. La toile se mit à vibrer plus violemment. À un moment donné, tôt le matin, le piquet qui ne tenait pas a été fixé s'est complètement détaché. L'air glacial s'est infiltré. Tôt le matin, quand Étienne Moreau ouvrit la porte, elle remarqua aussitôt la différence. Le tunnel était toujours là, mais le sol près de l'entrée était recouvert d'une fine couche de neige. Une petite quantité, facile à ignorer. Il ne l'a pas ignorée. Il enfila son manteau et sortit pour régler le problème. Le vent était trop fort. Ses mains commencèrent à se raidir. Tandis qu'il renforçait le pieu, il entendit un bruit venant de la vallée. Ce n'était pas du vent. C'était un cri. Un homme courait sur le chemin, portant quelque chose dans ses bras. Trop petit pour être un fardeau. C'était un enfant. Son visage était couvert, sa respiration irrégulière. Leur maison était devenue trop froide pendant la nuit. Le feu n'avait pas pris. Le garçon n'était pas tout à fait réveillé. Il n'y a pas eu de discussion.
Il n'y avait aucune explication. Étienne ouvrit le tunnel et fit signe. Le père entra, hésitant. Le choc fut immédiat. Sous la bâche, le vent semblait inexistant. L'air était respirable. On emmena l'enfant à l'intérieur, près du poêle où brûlait encore du bois sec. L'erreur d'Étienne avait créé un risque. Mais cette correction a engendré une décision plus importante. Dehors, les villageois commençaient à prendre conscience de l'ampleur du problème. On essayait d'aider les autres, mais tous souffraient du même mal. Du bois humide, des feux faibles et un froid persistant. L'enfant commença à réagir, lentement. Pas de drame, pas de célébration. Le père n'a pas exprimé sa gratitude par des mots. Il a simplement baissé la tête. Étienne retourna dans le tunnel et renforça chaque point avec plus de soin qu'auparavant. Il ajusta la toile, lui donnant une légère courbure pour favoriser le passage du vent. Il tira les leçons de son erreur, en silence. Cette nuit-là, la tempête atteignit son paroxysme. La neige cessa de tomber, elle était repoussée horizontalement. Les maisons craquèrent. Le village sembla se contracter sous le poids du froid. À l'intérieur du tunnel, le seul bruit était le froissement des tissus. La catastrophe évitée de justesse n'était pas d'origine naturelle. Cela provenait d'un détail qui avait été ignoré pendant des heures. Tandis que la vallée luttait pour survivre grâce à sa seule confiance en elle, Étienne comprenait quelque chose d'encore plus dangereux. Survivre seul était possible. Mais l'hiver n'était pas encore terminé. La tempête ne s'est pas calmée le lendemain, même pas dans l'autre. La vallée disparut sous un manteau blanc continu, si épais que les repères familiers s'effacèrent. Les clôtures s'évanouirent, les sentiers furent perdus, les maisons semblaient enfoncées jusqu'aux fenêtres. Le temps ne se comptait plus en jours mais en feux allumés ou éteints. Dans le village, l'effort s'est transformé en épuisement. Les hommes ne sortaient plus ramasser du bois à la hâte, mais avec appréhension. Chaque sortie était une véritable lutte contre le froid. Chaque bûche arrachée à la glace leur coûtait une énergie folle. Leurs mains gonflaient. Leurs coups manquaient à leur cible. La fatigue s'accumulait plus vite que la chaleur. Certains brûlaient volontairement du bois pourri juste pour entretenir le feu. D'autres démontaient les meubles, les planches des chaises, les parties du plancher près du poêle. La fumée à l'intérieur des maisons s'épaississait, s'élevait vers le bas. Elle brûlait. Le froid n'avait plus besoin d'entrer. Il était déjà à l'intérieur. Sur la piste, Étienne maintenait un rythme différent. Pas meilleur, juste plus régulier. Il réduisit le feu, il commença à brûler moins, pas plus. Il modifia son programme. Il observa le vent avant de sortir du tunnel. Il écouta la bâche. Il savait quand l'air changeait d'humeur. Le tunnel se mouvait désormais comme un organisme vivant. Il pliait sous les rafales les plus fortes, sans jamais opposer de résistance directe. La neige ne s'accumulait pas. Elle glissait. Le vent ne trouvait aucun angle où s'engouffrer. C'était affreux. C'était bruyant. Ça a marché. La 4e nuit consécutive de tempête, quelqu'un a frappé à la porte. Ce n'était pas une demande. C'était une nécessité. 2 maisons plus loin, une femme n'arrivait plus à entretenir le feu. Son mari était parti trop tôt. S'était épuisé. Et maintenant il tremblait de tous ses membres. Le reste de bois était un bloc de glace. Inutile. Étienne écouta en silence. Il prit son manteau. Il ouvrit le tunnel. Il ne l'a pas invité. Il n'a pas refusé. Il leur apporta du bois sec jusqu'à leur porte. Juste assez, rien de plus. Pas pour leur apprendre quoi que ce soit. Juste de quoi passer la nuit. Dans le village, les rires s'étaient tus. Il n'y a pas eu d'autre procès. Je compte. Combien de jours encore? Combien de bois de chauffage reste-t-il? Qui peut supporter une nuit de plus? Étienne savait que le tunnel ne résolvait pas tous les problèmes. Il ne produisait pas de nourriture. Il ne créait pas de soleil. Il éliminait simplement un ennemi invisible. Cela suffisait à maintenir la différence entre dégradation et conservation. Mais l'hiver se moque bien de l'équilibre. Il teste les limites. La semaine suivante, la tempête laissa place à un froid encore plus dangereux. Ciel dégagé et température glaciale. Les nuits devinrent plus calmes, plus mortelles, sans nuages pour retenir le peu de chaleur que possédait la terre. C'est alors que la plus grande épreuve est survenue. Au petit matin, une maison au cœur du village fut entièrement ravagée par les flammes. Au lever du jour, personne ne répondit. La porte était bloquée par la neige durcie. Des hommes tentèrent de l'ouvrir à coups de hache. Lentement. Trop tard pour espérer. La famille a survécu. Tout juste. À partir de ce jour, le chemin vers la maison à flanc de colline commença à se dessiner. D'abord par des empreintes isolées, puis par des sentiers improvisés. Plus de longues demandes, seulement des regards directs et mesurés.
Étienne a aidé autant qu'il a pu. Pas de discours, aucune promesse. Le tunnel n'avait pas été emprunté. C'était impossible. Mais le bois de chauffage sec, lui, l'avait été. Et plus importante encore, l'idée commença à circuler. Non pas comme une solution immédiate, mais comme une erreur reconnue. Le village a compris trop tard. Mais il comprenait. Pendant ce temps, Étienne était lui aussi confronté à des difficultés. La nourriture commençait à se faire rare. Il calculait ses portions. Il allongeait ses journées. Il constatait que son corps réagissait plus lentement au froid. Le tunnel le protégeait du vent, non des intempéries. Il y a eu une nuit où le feu a failli s'éteindre. Il resta éveillé tard, à s'adapter, à attendre. Il ne dormit pas. Il se contenta d'écouter. Tant que la flamme restait allumée, il ne célébrait pas. La plus grande épreuve n'était pas d'aider les autres. Il s'agissait de maintenir son propre équilibre sans s'y perdre. Et lorsque le vent changea enfin de nouveau, non pas de force, mais de température, il le sut avant même de le voir. L'air pénétrait dans le tunnel différemment, moins agressif, toujours froid, mais vivant. L'hiver n'était pas encore terminé, mais j'avais déjà dit tout ce que j'avais besoin de dire. L'ascension vers la maison à flanc de colline n'était plus discrète. Au début de l'hiver, les passants détournaient le regard, accéléraient le pas de leurs chevaux et plaisantaient. À présent, leurs pas étaient lents, mesurés, plus aucun commentaire. Seul le silence et les respirations lourdes résonnaient dans l'air froid. Les premiers à monter n'étaient pas les plus pauvres. Il était le plus fier, un homme nommé Armand Lefebvre, qui quelques semaines auparavant avait éclaté de rire en voyant le tunnel et en désignant la bâche comme si c'était une insulte à toute logique, marchait maintenant avec difficulté, son manteau trop ouvert, le visage gris. Il s'arrêta à quelques mètres de la porte. Il ne cria pas. Il attendit. Étienne ouvrit la porte. Son regard ne trahissait aucune surprise. Juste de l'attention. « Je n'ai plus de bois de chauffage », dit Armand. Sa phrase fut brève, sans explication. Ça ne durera pas une nuit de plus. Il n'a pas demandé d'aide. Il n'a pas demandé pardon. Étienne hocha la tête une fois. Il entra dans le tunnel et revint avec quelques morceaux de bois sec. Il les tendit sans hésiter, sans regarder autour de lui, sans un mot. Armand tenait le bois de chauffage comme s'il était fragile. Il ne le remercia pas. Il se contenta de se retourner et de descendre le sentier. Après lui, d'autres sont venus. Certains seuls. D'autres personnes accompagnaient. Tout est différent d'avant. Il n'y eut plus de rire, plus d'explications, plus de longues questions. Juste l'acceptation tardive que l'hiver avait choisi ceux qui étaient préparés. Ni les plus forts, ni les plus traditionnels, mais ceux qui avaient compris le problème. Le tunnel était toujours là, tremblant, affreux, bruyant, trop visible pour être ignoré. Et maintenant, plus personne ne le qualifie d'inutile. Étienne n'enseignait pas. Il n'a pas prononcé de discours. Il n'a relevé aucune erreur. Quand on lui a demandé comment garder le bois de chauffage au sec, il n'a pas donné d'explication. Il a simplement montré le tunnel du doigt. Il a touché la bâche. Il a montré le sol sec. Il les a laissés se débrouiller. Ce revirement n'était pas un événement ponctuel. C'était une accumulation. Chaque soir, une maison parvenait à entretenir le feu grâce à du bois de chauffage sec emprunté. Chaque enfant qui dormait sans trembler. Chaque homme qui est rentré chez lui, le cœur plus léger. Le village ne lui a pas demandé de descendre. Ce sont eux qui sont montés. Et pour la première fois, la distance entre le flanc de la colline et la vallée cessa d'être géographique. Elle devint morale. Lorsque la dernière tempête s'est dissipée et que le ciel s'est dégagé pendant des jours, personne n'a fêté ça. L'hiver avait été trop éprouvant. Mais quelque chose avait changé. Les gens ont commencé à mesurer avant de rire, observer avant de répéter. Étienne démonta seul le tunnel. Par un matin froid et clair, il plia soigneusement la bâche. Il rangea les piquets. Il ne laissa rien, rien comme symbole. Seulement des marques sur le sol, sèches et fermes, contrastant avec la boue épaisse du reste de la vallée. Quand on lui a demandé s'il recommencerait l'hiver prochain, il n'a pas répondu. Il a simplement rangé la bâche. C'était une réponse suffisante. Ce revirement n'a pas été accueilli par des applaudissements. Il est devenu par respect. Et à cet endroit, cela valait plus que n'importe quelles excuses. L'hiver n'a pas fait d'Étienne un héros. Il a simplement révélé quelque chose qui était déjà là. Tandis que beaucoup luttaient contre la neige, le vent et le froid, il combattait l'erreur invisible, celle qui se forme lorsque chacun répète le même geste sans se demander pourquoi. Ce n'était pas la complexité du tunnel qui le rendait ingénieux. Il était grand parce qu'il était humble. Il n'a pas vaincu la nature. Cela lui a simplement permis de passer sans tout détruire.
Et parfois, survivre ne consiste pas à prouver qu'on avait raison. Il s'agit de rester suffisamment entier pour voir les autres comprendre, trop tard, où ils se sont trompés. Si cette histoire vous a fait réfléchir à 2 fois avant de répéter l'évidence, abonnez-vous maintenant, car la prochaine vidéo montre l'erreur invisible que presque tout le monde commet sans cesse.